Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Visages serrés, les yeux rougis par les larmes, ils étaient des milliers de militaires, anciens combattants, proches, parents ou concitoyens mobilisés pour dire un dernier adieu silencieux aux 13 soldats morts au Mali. Enfin, on est une famille. C'est tous des militaires. Ils sont très soudés, vous savez. Très soudés, c'est une vraie famille. Et... En fait... C'est toute la France qui s'est mobilisée pour honorer les 13 soldats morts lundi dernier au Mali lors d'une collision de leur hélicoptère. Pour moi, c'est un devoir moral. Ça peut être nos fils, nos frères, nos maris. Et puis on oublie trop souvent le sacrifice de ces gens. Et c'est leur rendre hommage, et c'est le saluer, et c'est reconnaître que c'est pour nous qui sont morts finalement. À l'approche du convoi escorté par une nuée de gendarmes à moto, la foule se fige, le silence se fait. Des applaudissements feutrés retentissent au passage des voitures transportant les corps encadrés par une aide d'honneur de militaires au garde à vous. Dans une ambiance très pesante, Emmanuel Macron donne le ton. Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. Sous ce ciel voilé, les avis sont partagés quant à l'intervention française au Mali. Si Barkhane n'y était pas, ce serait une catastrophe, scandent certains, tandis que d'autres sont sceptiques face à sa présence dans le Sahel. Selon des sources concordantes, c'est pendant la messe du dimanche matin que des individus armés sont apparus et ont ouvert le feu sur les fidèles dans l'église de Antoukoura. 14 morts et plusieurs blessés selon le gouverneur de la région. Dans la capitale burkinabé, c'est une attaque de trop. Ça me frustre beaucoup de voir que les gens sont en train de tuer les innocents. Franchement, moi en tout cas, ça me dépasse. Ça fait mal au cœur parce que chaque jour, un jour ne peut se passer sans qu'il y ait quelqu'un de mort ici au Burkina Faso. Je suis dépassée. Je peux dire que j'ai des larmes. Je ne peux pas concevoir cela. Vraiment, c'est criminel. Mais je trouve qu'il faut du travail pour la jeunesse. S'ils ont du travail, ils n'auront pas le temps pour tuer les gens. Ils n'auront pas le temps. Ils seront en train de travailler. Qui va les tuer ? La classe politique, opposition comme majorité, pense que c'est l'union sacrée des Burkinabés qui permettra de faire face à ces attaques qui durent depuis maintenant 4 ans. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ces attaques arrangent qui que ce soit. Maintenant, il faut reconnaître qu'il peut y avoir des insuffisances à certains niveaux. Et comme le chef de l'État l'a dit, c'est un appel à ce que tous les Burkinabés se mènent dans la main, à ce qu'on soit ensemble, qu'on trouve les solutions pour bouter le terrorisme hors de nos frontières et non s'accuser mutuellement. Ce n'est plus une question de pouvoir, c'est une question de l'ensemble du peuple burkinabé qui doit savoir que c'est une déstabilisation du Burkina Faso qui est en cours. C'est une déstabilisation de l'ensemble du tissu social, économique du Burkina Faso qui est en cours. On appelle ça une guerre asymétrique, d'autres appellent ça une guerre de 4e génération. Nous savons que nous devons rester ensemble pour défendre notre mère patrie, pour défendre notre pays. Le président Kaboré, comme dans ses habitudes, a déjà condamné l'attaque via son compte Twitter. Ce n'est pas la première fois que des lieux de culte sont la cible d'attaques terroristes. 16 fidèles avaient été tués le 11 octobre dans l'attaque de la grande mosquée de Salmossi dans le nord du Burkina. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Le gouvernement entend fustiger toutes les manœuvres qui s'apparentent au chantage, à la surenchère, tout comme il dénonce
ses diverses tentatives d'ingérence extérieure ou ses velléités d'interférence contraires à nos lois et qui préconisent d'autres reports, des reports infinis des élections législatives et municipales en perspective. Tenant compte de la grande effervescence nationale, du vif intérêt et du grand engouement suscité auprès des Camerounaises et des Camerounais de tous bords, par l'appel aux urnes lancé aux citoyennes et citoyens par le chef de l'État, et eu égard à l'engagement résolu et déterminé de plusieurs acteurs politiques à participer à ce double scrutin législatif et municipal, le gouvernement de la République, pour sa part, demande à la nation tout entière de se mobiliser positivement et activement pour la réussite de ces élections. Nous sommes à Échaoué, l'un des épicentres du sida en Afrique du Sud. C'est ici que Médecins sans frontières a installé son projet communautaire de lutte contre le VIH il y a près de 10 ans. Avec un taux de prévalence de 25%, soit une personne sur 4 atteinte par le virus, il était urgent d'atteindre l'objectif fixé par l'ONU-SIDA. On estime qu'un projet de lutte contre le sida a réussi lorsqu'il a atteint ses objectifs. 90% de la population connaissant son statut sérologique, parmi les 90% de séropositifs, 90% devraient être sous traitement antirétroviral et enfin, parmi ceux traités, 90% devraient avoir leur charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus malades, ils ne transmettent plus le virus. Dans ces cas-là, on parle de victoire. Un objectif que MSF Échaoué a atteint 2 ans avant l'échéance, avec pour résultat 90% de la population connaissant son statut sérologique, 94% des séropositifs sous traitement et 95% de ceux sous traitement ne transmettant plus le virus. Un succès dû à une grande mobilisation sur le terrain. Nous sommes allés vraiment partout, nous sommes allés dans les écoles, dans les fermes, nous sommes allés partout où il y avait des gens. Nous avons pu tester de nombreuses personnes. Les gens de la communauté sont très heureux car ils ont pu faire des tests de dépistage dans le confort de leur maison. Ils ont été éduqués sur le VIH et ils ont pu savoir où aller s'ils voulaient avoir accès au traitement médical. Même si ces résultats sont la preuve que la propagation du virus peut être contenue dans une région très touchée, ce n'est pas une victoire incontestée car les défis subsistent, notamment l'accès aux hommes, plus récalcitrants pour se faire dépister. Que se passe-t-il dans le monde de la technologie? Eh bien, qui mieux qu'Arzouma Compaoré pour en parler, c'est Afrotech. Arzouma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Le Cyber Monday, c'est aujourd'hui, c'est le lundi après Thanksgiving où les ventes en ligne offrent des rabais substantiels. De nombreux acheteurs combinent les achats en ligne et les visites dans les magasins pour déterminer les meilleures offres. Et l'Afrique n'est pas en reste. Pour les sociétés comme Technomobile au Nigeria ou Jumia en Afrique du Sud et au Ghana, c'est une tradition qui gagne en popularité avec de plus en plus d'achats effectués sur Internet. Alors, dans le sujet qui suit, Lionel Gaïma nous fait découvrir les tendances cette année ici aux États-Unis. Lundi, après Thanksgiving, les détaillants en ligne font des offres exceptionnelles. Je pense que ce cyber lundi, nous verrons de plus en plus de ventes. De plus en plus de gens vont migrer en quelque sorte vers les achats en ligne plutôt que de se rendre dans les magasins. Près de 20% de ventes de la saison devraient se faire en ligne. Pourtant, pour beaucoup d'Américains, acheter en ligne peut être fastidieux. Il n'y a pas de l'expérience physique du magasin où on peut toucher l'objet ou parler en personne à un vendeur. J'aime quand même aller dans les magasins, en particulier à Macy's et Nordstrom, ce grand magasin. C'est bien de pouvoir parler aux vendeurs en personne et essayer différents produits, ce qui est agréable. Peut-être même se balader avec ses copines ou ses enfants. J'ai l'impression que le Cyber Monday m'éloigne de toute cette folie, mais je fais toujours une très bonne affaire.
Certains magasins comme IKEA, le vendeur de meubles utilise la réalité virtuelle pour que les clients puissent voir à quoi ressemble une chaise dans leur salon. Des robots préprogrammés, vendeurs en ligne, répondent aux questions des clients. Pour de nombreux acheteurs, entrer dans l'esprit des fêtes est un défi. Ensuite, pour un ordinateur ou un téléphone portable, un simple clic ou achat avec un robot suffiront pour que le Père Noël dépose le bon cadeau à votre porte. Voilà, selon les estimations de la société informatique Adobe Analytics, qui mesure les transactions réalisées par 80 des 100 plus grandes enseignes de la grande distribution américaine, les achats effectués sur Internet devraient s'élever à 9,4 milliards de dollars. L'an dernier, le volume pour les ventes en ligne avait atteint 7,9 milliards de dollars. Des bonnes affaires pour toutes ces enseignes. Donc, chaque semaine, Arzouma, le focus de la semaine. Tout à fait. Parmi les nouvelles technologies qui transforment notre quotidien, eh bien, il y a la reconnaissance faciale. Depuis ses premiers pas dans les années 70, celle-ci a fait d'énormes progrès. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? La reconnaissance faciale est notre gros plan de la semaine. La reconnaissance faciale est une technologie biométrique qui consiste à identifier ou authentifier une personne à partir de l'image de son visage. Cette technique permet, premièrement, de vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. On compare son visage à une image déjà existante dans une base de données. Deuxièmement, de retrouver une personne dans un groupe, dans un lieu, une image ou une base de données. En pratique, à partir d'une image fixe ou vidéo, un logiciel génère une empreinte faciale en s'appuyant sur des points caractéristiques du visage. La base des oreilles, la distance entre les deux pupilles, la forme du nez, des sourcils, de la bouche et même du grain de peau. Les cheveux et les vêtements ne sont pas pris en compte. Dans un second temps, on confronte l'empreinte faciale au visage présent dans la base de données. Pour diminuer le taux d'erreur, la qualité de l'image doit être bonne. Un visage bien éclairé, pris de face et à bonne distance de l'objectif. Utilisée à l'origine à des fins sécuritaires, la reconnaissance faciale est aussi employée pour faciliter les démarches de la vie quotidienne, comme accéder à ses comptes bancaires ou des réseaux sociaux. Elle peut présenter des risques pour le respect de la liberté d'aller et venir anonymement et pose la question de l'utilisation des bases de données. Voilà, John, il faut cependant reconnaître que si les algorithmes sont de plus en plus performants, ils sont néanmoins faciles à déstabiliser, comme c'est le cas par exemple avec un visage maquillé. Et puisque technologie rime parfois avec folie, parlons de folie d'invention, Arzouma. Eh bien, nous prenons la direction du Nigeria pour y découvrir Bernie Perry, la toute première voiture de sport fabriquée au Nigeria. Son créateur, Jerry Malo, donc un jeune inventeur de 25 ans et PDG de la société de technologie Beni, l'ingénieur nigérian a dévoilé son chef-d'œuvre la semaine dernière à Abuja devant une foule émerveillée. Selon M. Malo, l'un des atouts de la Bernie Perry, c'est que sa carrosserie est en fibre de carbone, donc plus résistant que l'acier. Et le constructeur automobile a ajouté que la voiture était équipée de 4 radiateurs pour faire face aux températures du pays. Il espère que la Bernie sera prête pour la commercialisation dans 2 ans. Et puis c'est tout pour Afrotech. Cette semaine, on se dit à la semaine prochaine pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Merci Arzouma. Rendez-vous pris donc. Et bonsoir à tous. On connaîtra tout à l'heure le successeur du Croate du Real Madrid, Luka Modric, Ballon d'Or 2018. L'ancienne gloire ivoirienne Didier Drogba est co-maître de cérémonie de cette édition 2019 au Théâtre du Châtelet à Paris. 30 joueurs sont en lice, dont les Sénégalais Sadio Mané et Khalidou Koulibaly, l'Égyptien Mohamed Salah, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Entre autres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont également sur la liste, de même que le meilleur joueur UEFA de l'année, Virgil van Dijk de Liverpool. Chez les dames, l'Américaine Megan Rapinoe, star du Mondial 2019, survolée par la Team USA, fait figure de grande favorite. L'Américaine de 34 ans, qui évolue à Seattle, a remporté le soulier d'or de meilleure buteuse de la Coupe du Monde. Elle a aussi été désignée meilleure joueuse du tournoi. Coupe CAF sur le continent. Ce week-end, les matchs de la première journée ont délivré leur verdict.
Entre autres résultats, les Marocains de la RS Berkane ont malmené les novices béninois d'Esaü 3-0. Berkane prend ainsi la tête du groupe C devant les Congolais du DC Motoma Pembe et les Zambiens de Zanaco qui se sont neutralisés un but partout. Pas de vainqueur sur les 2 matchs dans la poule B, 0-0 entre les Sud-Africains de Bidvest et les Guinéens de Oroya, 1-1 entre les Libyens d'Al Nasr et les Maliens de Djoliba AC, avec un petit goût amer pour les Maliens, comme le dit leur attaquant David et quoi qu'on écoute. On est venu chez une terre étrangère et puis voilà, et au début ça n'a pas été facile avec le climat, mais bon, on avait nos objectifs à atteindre, amener 3 points à la maison, prendre un penalty par manque de communication qui nous a créé un nul. On va pas baisser la tête, la compétition continue. On demande à toute la population malienne et tous les sporteurs du Djoliba de continuer toujours à croire en nous et avec les petites erreurs techniques et voilà, mais bon, avec le coach et le staff, on va essayer de travailler. En tennis, Roger Federer est désormais immortalisé. Le tennisman suisse préparant son revers emblématique à une main, c'est l'image qui va orner une pièce d'argent de 20 francs suisses frappée par la monnaie fédérale. Cette pièce sera en vente sur le site de Sweetmint du 2 au 19 décembre et mise en circulation à partir du 23 janvier 2020. Merci à la Suisse et à Sweetmint pour cet incroyable privilège, a commenté le joueur aux 20 titres de Grand Chelem sur son compte Twitter. Voilà donc pour les sports, on se retrouve demain. Le naturel au service de la beauté et des valeurs humaines, c'est le thème central de la 2e édition de Natural in the City, un événement conçu pour promouvoir la culture noire et les valeurs africaines. Natural in the City, c'est un carrefour d'échange pour promouvoir le domaine du cosmétique naturel, de la beauté noire, de l'afro-style et surtout valoriser les petites mères artisanes. Le concept séduit et pousse à la réflexion sur la revalorisation de l'identité noire. C'est important aujourd'hui qu'on apprenne à nos sœurs qui viennent de savoir s'apprécier à l'état naturel. Donc Natural in the City, je pense, table surtout sur ça, comment se revaloriser. J'aime beaucoup le concept parce qu'il nous permet de retrouver nos valeurs, le naturel, retrouver tout ce qui est culturel de chez nous. Et je trouve que c'est valorisant déjà de pouvoir repenser au retour aux sources. Cette journée de Natural in the City a été marquée par un panel qui a mis l'accent sur l'essence et la signification profonde du retour aux sources. Le retour au naturel, pour moi, c'est une question d'identité d'abord. C'est une question de fierté. C'est une question de développement. C'est une question de création d'emplois en même temps. Donc, ce retour naturel, on ne le fait pas juste parce que c'est de la mode, non. Si aujourd'hui le retour aux sources n'est plus perçu comme une mode, mais plutôt comme une question de développement, l'Afrique est donc invitée à repenser son modèle de développement, assure-t-on, dans les couloirs de cette rencontre qui est sans doute dans l'air du temps. Kyle Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.